Est-ce la fin de la location saisonnière? Salut à toutes, salut à tous, c'est Julien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je vous propose qu'on aborde ce sujet qui revient régulièrement dans les questions qu'on me pose sur le blog, à savoir est-ce que tu conseilles de continuer la location saisonnière, la location courte durée, ou est-ce qu'au contraire c'est pas en train de s'essouffler et est-ce qu'il vaut pas mieux se tourner vers autre chose? Donc c'est la question à laquelle j'ai décidé de répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Donc avant qu'on rentre dans le détail, si vous voulez connaître les différents modes d'exploitation qui fonctionnent en meublé et si vous voulez connaître les choix à faire en termes de fiscalité meublée pour ne pas payer d'impôts sur vos loyers, eh bien il vous suffit de cliquer sur le petit i qui s'affiche à l'écran pour télécharger mon e-book gratuit. Donc je vous l'ai dit en introduction, le sujet de cette vidéo m'est venu parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me poser la question suivante, est-ce que la location saisonnière ou est-ce que la location de courte durée est morte? On entend plein de choses bien sûr, on voit que la réglementation se durcit, on voit de plus en plus de gros titres dans les journaux de copropriétaires qui sont pas contents du fait que des propriétaires exploitent leurs appartements en location courte durée, etc., etc. Il y a des choses qui sont fondées, il y a des choses qui sont infondées. Et tout ça, le problème, c'est que ça suscite une crainte généralisée. On a l'impression que finalement, on n'a plus le droit d'en faire et que c'est complètement mort. Donc l'objectif dans cette vidéo d'aujourd'hui, eh bien, c'est de vous donner mon point de vue honnête, vraiment objectif sur la question. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont très intéressantes, il y a des choses que je recommande de ne plus faire. Et donc, je vais vous expliquer tout ça. Alors, il y a plusieurs raisons qui poussent certaines personnes à avoir peur de se lancer ou de continuer dans la location saisonnière. La première raison, c'est que la réglementation se durcit. Donc ça, c'est une réalité. On voit dans les grandes villes de plus de 200 000 habitants et dans les villes de plus de 50 000 qui sont situées en zone tendue, on voit qu'elles ont désormais la possibilité, enfin je dis désormais, ça fait quand même quelques années maintenant, mais elles ont la possibilité de restreindre fortement l'activité de location saisonnière au-delà de la résidence principale, qui est un cas à part, mais voilà, en vous demandant par exemple une surface de compensation, parfois une surface de compensation du 2 pour 1. J'avais fait une vidéo dans laquelle j'expliquais en détail la réglementation, donc si ça vous intéresse, pareil, je vous remets le lien, vous cliquez sur le petit i à l'écran et puis vous aurez le détail complet. Je ne vais pas revenir dessus, c'est pas l'idée, mais c'est une crainte. Voilà, face à l'évolution de la réglementation, c'est une crainte et ça, c'est le premier point. La deuxième crainte qui revient souvent, c'est de dire aujourd'hui, tout le monde fait de la location courte durée, alors LCD, et puis la location saisonnière, donc LS, pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Donc, est-ce que c'est vraiment encore intéressant d'en faire? Parce que comme tout le monde en fait, c'est dur de tirer son épingle du jeu, de sortir du lot. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas noyé dans la concurrence? Donc ça, c'est une deuxième crainte et elle est fondée aussi. Et enfin, la troisième et dernière crainte qui revient souvent, c'est ouais, mais moi, si je fais de la location courte durée, j'ai peur que la copropriété le voit pas d'un bon œil, que les va-et-vient, ça fasse des nuisances. Moi-même, dans mon immeuble, dans ma copro, il y a des gens qui font de la LCD et ça me dérange, etc., etc. Cette crainte est également très fondée. Et l'idée dans la vidéo, c'est de vous expliquer un petit peu pour chacune de ces craintes, de lever les objections, de lever les doutes et puis de vous expliquer un petit peu quelles sont les solutions possibles. Alors concernant la première crainte qui est, je vous le rappelle, la réglementation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même plus contraint et plus réglementé qu'il y a encore quelques années en arrière parce qu'aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante de louer un appartement sur Airbnb, bon, même si c'est pas la seule plateforme, mais c'est systématiquement celle qui fait parler d'elle. C'est devenu monnaie courante. Les médias, malheureusement, adorent mettre en avant les dérives, les quelques problèmes, les quelques points noirs. C'est comme toujours, on pointe ce qui va pas pour faire de l'audience, mais on montre jamais quand ça va bien. C'est quelque chose qui me gonfle profondément, mais c'est la réalité. Donc, finalement, on se dit, alors déjà on mélange tout, on se dit qu'on n'a plus le droit de faire de la location saisonnière. Donc juste rapidement, je vous rappelle que vous avez le droit de faire de la location saisonnière absolument partout, mais simplement il y a des contraintes à respecter en fonction de si le logement c'est votre résidence principale ou si c'est un investissement, ça c'est le premier point. Et en fonction de ces cas-là, eh bien vous avez différentes démarches à réaliser. C'est toujours possible, mais effectivement il y a des villes dans lesquelles en fait, la possibilité, l'autorisation est soumise à tellement de contraintes que, de fait, ça en devient quasi impossible. Donc voilà, c'est un peu la nuance, mais c'était important de le préciser. Donc effectivement, si vous habitez dans une ville de plus de 200 000 habitants ou si vous prévoyez d'investir dans une ville de plus de 200 000 habitants en location courte durée ou dans une ville de plus de 50 000 habitants située en zone tendue, il faut savoir que les municipalités ont effectivement le pouvoir de vous contraindre fortement en termes de location courte durée, en vous demandant notamment de proposer une surface de compensation. Le principe de la surface de compensation est très simple. Pour chaque mètre carré que vous allez acheter et exploiter en location courte durée, eh bien vous devez en face transformer un mètre carré d'habitation ou de local commercial ou de bureau
en habitation. Donc ça peut être assez contraignant. Et il y a certains arrondissements parisiens dans lesquels c'est du 1 pour 2. C'est-à-dire que pour 1 mètre carré que vous allez transformer d'habitation en location courte durée, eh bien vous devez fournir 2 mètres carrés de local commercial ou de bureau que vous allez transformer en habitation. Donc inutile de vous dire que dans ces cas de figure, c'est assez compliqué. Ça peut être intéressant si vous avez beaucoup de moyens et que du coup vous pouvez faire d'une pierre deux coups. Là, vous allez faire 2 investissements, vous pouvez même faire un achat-revente éventuellement. En dehors de ça, je vous déconseille de vous y aventurer. Il vaut mieux changer de stratégie. En ce qui concerne les villes de plus de 50 000 habitants qui sont situées en zone tendue, donc effectivement, elles ont la possibilité. Après, mon avis sur la question, c'est vraiment personnel, hein, ça n'engage que moi, mais c'est que ces villes ont besoin d'une attractivité économique, elles ont besoin d'avoir des gens de passage qui font vivre l'économie locale parce qu'elles n'ont pas une population forcément très importante. Et donc, peut-être à part quelques exceptions, encore une fois, ça n'engage que moi, mais je pense pas qu'elles vont toutes et tout de suite basculer dans l'interdiction. À mon avis, elles ont quand même tout intérêt, d'autant plus que, on va pas se mentir que quand on propose des logements en location courte durée, le niveau de standing a tellement monté ces dernières années que généralement, on remet sur le marché des logements qui étaient vétustes, qui étaient insalubres, et on propose des logements top qualité. Donc, ce qui n'est pas non plus inintéressant d'un point de vue de la revalorisation du patrimoine. Au-delà de ces deux cas de figure, vous avez le champ libre, et au-delà de ces deux cas de figure, ça fait quand même pas mal de possibilités que vous pouvez exploiter, hein, ça fait pas mal de villes. Je vous rappelle, je vais encore faire sauter une croyance limitante, mais que la location saisonnière, enfin la location à la nuit, on va regrouper les deux sous le même terme, mais la location à la nuit n'est pas réservée uniquement aux stations, enfin aux villes touristiques, hein, stations balnéaires, stations de montagne. Hein. On peut pratiquer de la location courte durée, de la location saisonnière quasiment partout. Il faut faire son étude de marché, bien évidemment, parce que voilà, on raisonne souvent touriste, et encore aujourd'hui, c'est une réflexion qui revient souvent, mais les touristes, effectivement, ce sont dans les zones touristiques. Il faut bien être conscient que vous avez une autre clientèle que vous captez avec la location à la nuit, c'est la clientèle d'affaires qui est en déplacement. Et ça, vous pouvez toucher tout le monde, allant d'ouvriers qui ont besoin de se loger parce qu'ils sont en déplacement pour réaliser un chantier. Ça peut être des agents EDF en déplacement, ça peut être des cadres qui, toutes les semaines, se déplacent au même endroit et qui n'ont pas envie, qui en ont marre d'aller à l'hôtel. Donc, vous avez quand même pas mal de possibilités. Donc, une solution que vous pouvez adopter, c'est d'investir en périphérie des grandes villes. Hein. Vous pouvez vous éloigner à 2, 3, 5, 10 km des grandes villes qui, elles, sont fortement réglementées ou qui risquent de le devenir. Et puis, vous pouvez investir dans un logement là. Vous allez avoir un prix au mètre carré qui va être plus intéressant et vous serez moins contraint en termes de réglementation. Je mets un bémol toutefois pour Paris, la petite couronne parisienne, qui, elle, est fortement contrainte également. La deuxième solution, vous pouvez lâcher la location courte durée et vous pouvez basculer sur ce qui s'en rapproche le plus aujourd'hui, à savoir le bail mobilité. Donc, je vous rappelle le principe du bail mobilité. C'est un bail qui est compris pour une durée entre 1 et 12 mois, qui n'est pas renouvelable, ou alors une fois, mais dans la limite de ne pas dépasser les 12 mois, et qui, si vous voulez le prolonger, finalement, il faut basculer sur un bail meublé classique. J'avais fait une vidéo sur le sujet il y a quelques temps, donc pareil, je vous invite à aller voir en cliquant sur le petit i, la vidéo dans laquelle j'avais traité le sujet. Ça peut être une réponse intéressante parce que ça peut vous permettre de louer pour, alors ce qu'officiellement on va appeler une moyenne durée, mais ça va être 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, 6 mois, d'avoir une visibilité, et ça va vous permettre quand même de ne pas avoir les contraintes de la location très longue durée, de pouvoir avoir des loyers qui soient plus intéressants, et de quand même avoir une certaine souplesse et une certaine visibilité sur votre investissement. Donc ça peut être une solution. Et là, on rentre plus dans le cadre de la location courte durée parce que le bail mobilité, dans le cadre du bail mobilité, le logement va constituer la résidence principale de la personne qui va vous le louer. Et enfin, troisième chose, eh bien, si vous décidez d'investir dans une station touristique, une station balnéaire, une station de ski ou dans une zone touristique, à mon sens, encore une fois, c'est juste un avis personnel, je pense que vous ne prenez pas beaucoup de risques. Pour la simple et unique raison que déjà, ces villes vivent du tourisme depuis toujours et continueront de vivre du tourisme. Et je ne les vois pas se tirer une balle dans le pied en interdisant la location saisonnière qui, quand même, leur amène un nombre de touristes assez important avec des répercussions sur l'économie locale qui sont très, très importantes. Généralement, ces villes... Alors, il y a des exceptions, mais elles vivent quelques mois dans l'année. Enfin, elles ont une forte affluence quelques mois dans l'année, tout du moins. Et je ne les vois pas se priver de ça. C'est pas concevable pour moi. D'autant plus qu'elles n'ont pas attendu l'arrivée d'Airbnb et de la démocratisation de la location saisonnière pour pratiquer ce genre de mode d'exploitation, hein, ce genre d'hébergement. Moi, je me souviens très bien qu'il y a 30 ans, quand j'étais enfant, avec mes parents, l'été, voilà, on louait un appartement à un particulier. La seule différence, c'est qu'on ne le réservait pas sur Airbnb, ça passait par les petites annonces ou par l'Office du tourisme. Mais sinon, c'était exactement le même principe. On va maintenant s'attaquer au point numéro 2, c'est-à-dire le fait que tout le monde pratique de la location courte durée. Alors effectivement,
Il y a de plus en plus de location courte durée et de location saisonnière sur le marché, mais non, tout le monde ne pratique pas la location courte durée et la location saisonnière, simplement parce qu'il y a encore énormément de personnes qui, voilà, c'est une réalité, mais ont peur que ça se loue pas, ont peur de ne pas savoir faire une étude de marché, ont peur de fixer des tarifs hauts, ont peur du turnover, ont peur de ne pas trouver quelqu'un à qui déléguer la gestion sur place, ont peur que ça leur demande énormément de temps. Enfin, il y a plein de freins, il y a plein de barrières psychologiques à lever. Bon, ça, c'est la réalité. Mais même s'il y a de plus en plus de personnes qui proposent des logements en location courte durée, je pense que, à part encore une fois quelques exceptions, il n'y a pas encore assez d'offres d'hébergement. Moi, j'accompagne tous les jours des personnes qui se lancent dans la LCD et malgré le fait qu'elles viennent d'arriver sur le marché, elles ont tout de suite des calendriers de réservation qui se remplissent beaucoup, pour peu, encore une fois, d'avoir bien respecté certaines étapes en amont. Il y a une véritable évolution des modes de consommation du logement et l'hébergement de courte durée ne fait pas exception à la règle. Vous avez toujours des gens qui voudront aller à l'hôtel parce qu'on n'est pas sur les mêmes prestations et vous avez toujours des gens qui préféreront un appartement parce que c'est plus convivial, c'est plus chaleureux, il y a plus d'espace, il y a plein de raisons. Et effectivement, même s'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans la location courte durée, eh bien, vous pouvez tout à fait vous démarquer. Et pour vous démarquer, il faut proposer un logement qui va être différent de ce que propose la majorité des gens. Et ça va être en proposant un logement qui est plus grand ou un logement qui va être de meilleure qualité, mieux équipé, etc. C'est sûr que si vous vous dites, je vais proposer un studio que je vais équiper basiquement avec zéro valeur ajoutée, vous allez avoir beaucoup de mal parce que vous allez être noyé dans la masse de toutes les personnes qui proposent des biens équivalents. Maintenant, si vous dites je propose un T2 ou un T3, quelque chose d'un peu différenciant avec plus de couchage et avec un niveau de prestation revu à la hausse, donc de la literie de très bonne qualité, des prestations haut de gamme, un grand écran, Netflix, bon Internet j'en parle même pas parce que c'est basique, eh bien, vous allez naturellement pouvoir vous démarquer et là, vous allez tirer votre épingle du jeu. En fait, il faut vraiment raisonner comme un entrepreneur et pas juste vous dire j'achète un logement et je le mets en location. Il faut raisonner entrepreneur et un entrepreneur, il raisonne toujours en création de valeur. C'est comment je peux apporter de la valeur à mes clients, qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils aient encore plus envie de réserver chez moi, qu'est-ce qui va avoir de l'importance à leurs yeux. Et là, c'est très important d'écouter ce que veulent les clients, enfin vos locataires, mais en LCD, on va parler de clients, et pas ce que vous pensez. Parce que ce que vous pensez, vous, n'est pas forcément ce que veulent vos clients. Et si vous réussissez à écouter les retours de vos clients, à savoir ce qui manque, à savoir ce qui est important pour eux, eh bien, je vous assure qu'en rajoutant ces équipements au fur et à mesure, vous allez naturellement monter en gamme et vous allez naturellement vous différencier. Et enfin, ça va rejoindre le premier gros point qu'on a vu dans cette vidéo. Sortez des grandes villes qui ont été prises d'assaut. Dès lors que vous allez vous orienter vers des villes petites et moyennes, il y aura beaucoup moins de concurrence parce qu'elles n'ont pas encore été prises d'assaut, elles ont été délaissées par les investisseurs. Et donc, c'est là que vous avez le plus de chances, que vous aurez le plus de facilité, honnêtement, dès que vous allez mettre un logement sur le marché, eh bien, de sortir du lot parce que croyez-moi, il y a encore tout à faire dans ces zones-là. Le troisième et dernier point à prendre en compte, c'est la copropriété. C'est vrai que depuis quelques années, il y a de plus en plus de copropriétaires qui râlent parce que c'est vrai que en fonction des locataires, si vous avez des locataires indélicats, ça crée des nuisances, les va-et-vient, les gens qui sont pas respectueux, qui font la fête. Donc c'est pour ça que c'est important de bien sélectionner ces locataires. Et par rapport au point numéro 2 qu'on vient de voir, si vous montez en gamme, naturellement, vous allez écrémer et vous avez beaucoup plus de chances déjà d'attirer le haut du panier en termes de locataires, donc des locataires beaucoup plus respectueux. Ça, c'est une erreur qu'on fait souvent, c'est de se dire je vais proposer la nuit pas chère en espérant attirer plus de monde et louer davantage. Sauf que quand on fait ça, généralement, on n'attire pas les locataires qui prennent le plus soin du logement et le soin du voisinage. Donc ça, c'est un premier point. Alors, deuxième point, on va pas parler ici de réglementation de copro parce que j'avais traité ça dans la vidéo sur la réglementation de la location courte durée justement, mais on va plutôt parler du fait de vous, en tant qu'investisseur, vous protéger face aux imprévus. Il y a une erreur qui est encore trop souvent commise, qui est que j'entends malheureusement trop souvent, c'est de me dire j'ai repéré un appartement, je vais réaliser un investissement, le bien n'est pas rentable, mais parce que je vais faire la location courte durée ou de la location saisonnière, il va devenir rentable. Et ça, c'est véritablement une grosse erreur. Vous devez investir, raisonner comme si vous faisiez un investissement loué à l'année. C'est-à-dire que votre investissement, il doit être rentable en location à l'année. Et une fois que vous avez rempli ce critère, eh bien, vous pouvez vous dire « Ah, je vais faire de la location courte durée, comme ça, je vais démultiplier le rendement, la rentabilité de mon investissement. » Mais si vous raisonnez dans le sens inverse en vous disant « Ce bien n'est pas rentable, mais parce que je vais faire de la courte durée, il va l'être », c'est extrêmement risqué. Premièrement, parce que si un jour vous n'avez plus le droit de faire de location courte durée, vous allez vous retrouver avec un investissement qui vous fait perdre de l'argent tous les mois. Deuxièmement, parce que si un jour vous en avez marre de faire de la location courte durée, eh bien, ce sera le même constat. Et troisièmement, parce que si
pour une raison X ou Y, ça ne fonctionne pas aussi bien que ce que vous aviez imaginé, si un jour il y a une baisse d'activité pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, eh bien ça risque de vous mettre pareil dans une situation qui est assez compliquée. Hein, c'est sûr que si vous vous dites il me faut 1300 € de revenus locatifs tous les mois pour que mon investissement tourne et que un mois où vous louez très bien, vous êtes à 1400, la marge d'erreur est pas énorme. Hein. Alors que si vous vous dites bon bah voilà, mon crédit c'est 400 € et un mois bien j'ai 1400 € ou 1500 € de loyer et un mois moyen j'en ai 800, bah vous voyez que la marge est quand même plus intéressante. Et enfin, la dernière façon que vous avez de vous prémunir contre tous ces problèmes, pour moi, qui est une stratégie très intéressante, c'est de vous tourner vers l'achat d'un immeuble de rapport. Un immeuble de rapport, donc vous achetez un immeuble, donc vous êtes le propriétaire de l'immeuble entier, vous avez plusieurs appartements dedans, donc vous avez finalement plusieurs avantages, dont 2 qui, à mon sens, sont très intéressants. 1, plus de copropriété, donc vous éliminez un problème, hein. Fini les nuisances avec les autres copropriétaires, fini les règlements copro, fini toutes ces choses-là, vous faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous. Et le deuxième avantage, c'est que vous pouvez plus facilement pratiquer différents modes d'exploitation. Ça veut dire que vous pouvez très bien mettre un appartement en location courte durée, vous pouvez également en mettre un en colocation, un autre en location à l'année, vous pouvez aussi tout basculer en location courte durée. En fait, vous êtes beaucoup plus libre. Alors, il y a beaucoup d'autres avantages que j'avais établis dans une autre vidéo, mais moi, c'est un des modes d'exploitation que je préfère. Et en plus de ça, ça ne vous prend pas forcément plus de temps que de pratiquer la recherche d'un appartement tout seul, hein, parce que vous allez acheter plusieurs appartements d'un coup, et c'est un moyen d'aller encore plus vite vers votre liberté financière, parce qu'il suffit d'acheter 1 ou 2 immeubles que vous exploitez bien, notamment en location saisonnière, et vous pouvez tout de suite vivre de vos revenus locatifs. C'est ce que j'explique notamment dans mon programme Investir et Réussir, c'est précisément cette stratégie. Mais l'énorme avantage, c'est que pareil, si un jour vous arrêtez la location saisonnière, la location courte durée, ou que vous décidez de faire autre chose, hein, peu importe, eh bien le bien il continuera à vous ramener de l'argent et à vous ramener un cash flow qui est très intéressant tous les mois, même si vous faites le basique, à savoir de la location à l'année. Donc c'est quand même beaucoup plus confortable. Donc en résumé, vous l'aurez compris, la situation est à nuancer, hein. Il y a des endroits où je recommande pas de se lancer maintenant dans la location saisonnière et la location courte durée, parce que à mon sens c'est se tirer une balle dans le pied et ça va être très compliqué. Voilà, il faut pas y aller. Mais vous avez vu aussi qu'il y a quand même des solutions qu'on vient de balayer qui vous permettent de contrer ce problème, qui vous permettre de quand même continuer, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, croyez-moi. Il faut juste, c'est comme toujours, s'adapter, hein. C'est le principe d'un investisseur entrepreneur, c'est que il faut pas avoir une visibilité sur 10, 15 ou 20 ans, parce que ça évolue régulièrement. Bien sûr, il faut quand même avoir un certain plan, il faut pas vous dire je verrai dans 3 mois, parce que là on est sur un laps de temps trop court, mais il faut aussi avoir un coup d'avance et anticiper finalement ce qui pourrait se passer, voir un peu les évolutions et ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier pour justement pouvoir avoir quelque chose d'équilibré et pas vous mettre en péril si ça venait à changer du jour au lendemain. Alors ce que vous pouvez faire maintenant, c'est me dire dans les commentaires si la location saisonnière c'est quelque chose qui vous intéresse, si ça vous intéresse toujours, et si oui, quelles sont vos craintes finalement? Est-ce que ça fait partie des objections que vous aviez ou pas, ou si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez des solutions, si vous voyez des choses que j'ai pas abordées dans la vidéo, c'est pareil, n'hésitez pas à compléter en commentant sous cette vidéo. Je vous invite aussi, si vous avez apprécié la vidéo, à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous et à cliquer sur le bouton s'abonner, comme ça vous serez informé dès que je publierai une nouvelle vidéo sur l'investissement locatif. Et quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout, merci de votre fidélité et à très vite pour une prochaine. Salut!